Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Ophélie Michelet et aujourd'hui nous passons un moment avec Laurence Groffi, artiste et enseignante. Bonjour Laurence. Bonjour Ophélie. Pour commencer, on va dresser ton portrait. Laurence, tu es une véritable artiste pluridisciplinaire. Depuis 1995, tu écris et illustres des livres pour enfants sous le pseudonyme de Laurence Afano. Tes livres sont traduits dans plusieurs langues et sont publiés dans le monde entier. En 2003, tu deviens enseignante à la Haute École Léonard de Vinci. Tu y enseignes la didactique de l'art plastique à de futurs instituteurs et institutrices. Tu y es également la coordinatrice du Creative School Lab, un espace dédié à la créativité et au brainstorming, qui permet aux étudiants et étudiantes de travailler, penser, créer et apprendre autrement. Tu fais aussi partie d'une association, Patrimoine à roulettes, qui propose notamment des animations et ateliers participatifs, qui crée des installations artistiques et qui organise diverses expositions. Depuis 2017, tu es également scénographe pour le théâtre de la Guimbarde, un théâtre jeune public. Et puis, comme tu t'arrêtes jamais, tu crées des sculptures en métal grâce aux ferrailles que tu trouves par-ci par-là. Dans ton atelier, tu les travailles et les assembles pour en faire de véritables œuvres d'art. Tu es donc une vraie passionnée qui cherche à lier l'art et la transition au travers d'expositions rassembleuses. Mais est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion ? Si je pense à mon grand-père avec qui j'ai beaucoup passé de temps, il était président des donneurs de sang, président d'exploration du monde, enfin président du jumelage. Et je pense que le fait d'être occupé et de s'occuper des autres, c'est peut-être dans les gènes. Et maintenant, par rapport à toutes mes activités artistiques, je pense que ce sont des concours de circonstances. J'ai toujours dessiné petite. Puis j'étais à l'Académie des Beaux-Arts donc pendant des années. Puis quand j'ai dû choisir mes études, mais j'ai été poussée par le directeur de cette académie à l'époque. Il m'a dit « Mais non, tu dois vraiment t'orienter dans ce genre d'études », alors qu'à la base, je m'étais orientée plus vers l'archéologie. Et puis alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mes premiers livres en sortant. J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg, après Saint-Luc-Bruxelles. Puis j'ai commencé à être publiée, donc j'ai eu cette chance-là. Dans le monde entier, j'ai eu cette chance-là. C'était vraiment à chaque fois du hasard. Je faisais des petites boîtes en volume pour les anniversaires de mes amis. Il y a un galériste qui l'a vu, qui a vu une des boîtes, qui a voulu m'exposer. Pour pouvoir réaliser techniquement mes boîtes, je me suis inscrite à une formation de soudure, mais je me suis trompée au niveau de l'inscription, donc j'ai fait de la soudure pour pont. Donc là-dessus, j'ai commencé à faire des œuvres d'art en métal, mais qui nécessitaient de la soudure à l'arc. Et voilà. Et la scénographie, ça s'est aussi mis comme ça. C'était des concours de circonstances. Et c'est vrai que comme il y a plein de choses qui me passionnent, où je suis très curieuse, j'ai du mal à dire non, et donc je fais beaucoup de choses. Alors, on l'a dit, tu enseignes la didactique de l'art plastique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'art est important au sein de la formation des futurs enseignants et qu'est-ce qui peut leur amener ? Donc en fait, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on est passé aussi à la formation en 4 ans, c'est quand même extrêmement important que les futurs enseignants se reconnectent à l'expression de soi et aussi à une forme d'arrêt dans le temps. Quand on crée, on prend le temps aussi. Et donc, c'est pas vite, on va faire ci, on va faire ça. C'est s'arrêter, se poser. Donc, dessiner, pour moi, c'est fondamental aussi. C'est une des premières choses. Quand j'ai donné des ateliers pour enfants pendant des années, la première compétence à acquérir, c'est cette notion de temps au niveau des enfants. Parce qu'ils dessinaient 5 minutes et puis ils m'amenaient leur dessin. Et puis, au fur et à mesure des semaines, les enfants peuvent passer 2 fois 2 heures sur un même dessin. Ce sont les mêmes enfants. Et donc, rien que ça, c'est aussi important. Et puis, j'aime vraiment que les étudiants se reconnectent à la notion de toucher le papier, simplement, même s'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas doués en dessin, qu'ils se reconnectent au plaisir de faire un aplat à la gouache sur du papier, de voir que telle couleur à côté de telle couleur. Ah, mais c'est joli, en fait, j'aime ça, mais personne ne m'a connecté à ça. Et donc, qu'ils le ressentent eux pour pouvoir après en faire avec les enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a le PK avec les nouveaux programmes et les cas, donc l'éducation, la culture et l'art, avec la réforme initiale qui sont beaucoup plus implémentées dans les classes, théoriquement. Mais les enseignants seront quand même obligés d'en faire plus
Et donc, c'est important aussi. Et moi, c'est vrai qu'au niveau de mes étudiants, mais c'est un argument de poids, c'est de dire, mais écoutez, là, vous pouvez pas y échapper, quoi. Il faut vraiment en faire avec les enfants. Les enfants en ont besoin. Et c'est vrai que quand ils sont en stage et qu'ils commencent à faire une activité artistique, mais il y a plein d'étudiants qui me disent, c'était le meilleur moment de mon stage, parce que j'ai vu les enfants vivre autrement aussi. Tu dis que les enfants ont besoin de l'art. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de l'art, adultes ou enfants, hein, d'ailleurs Mais il y a besoin de l'art, c'est besoin de se nourrir avec tout ce qui est créé autour de soi ou ce qui a été créé pendant des siècles, le lien à la beauté, à la culture, d'où je viens, vers où je vais. Et puis alors, il y a ce besoin intrinsèque de s'exprimer, en fait, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, qui n'est pas du tout le même que la personne à côté ou que l'enfant à côté. Moi, je sors ça de mes tripes où j'ai envie de m'exprimer comme ça et j'ose le faire. Et je respecte ce que l'autre à côté raconte, dit, dessine. Et c'est complètement différent et ça m'enrichit. Donc pour ces deux points de vue-là, c'est déjà assez fondamental de travailler l'art avec les enfants. Mhm. Comment est-ce que tu intègres ta pratique artistique dans tes cours? Tu peux nous en parler un peu? Je réalise des projets d'envergure avec les étudiants. Par exemple, le projet dont on peut parler, c'est le projet Oiseaux cette année. Et donc ça, c'est avec les bacs 2 en préscolaire. Chaque année, je réalise un projet d'envergure qui est complètement différent d'une année à l'autre. Donc cette année, c'était sur les oiseaux. Et l'idée est venue de ma collègue en musique, avec qui j'avais déjà collaboré l'année passée, et qui m'a dit « Je travaille sur les oiseaux, on travaille ensemble ». Et donc, directement, j'ai rebondi, j'ai dit « Ah oui, il y a l'espace zen, donc à la bibliothèque, où il y a une mezzanine avec un coin zen où les étudiants se reposent. Il y a un panneau là que je comptais faire un jour. » Et voilà, donc le projet s'est mis en place. L'année passée, on a fait un spectacle de théâtre d'ombre, mais vraiment, de nouveau, un énorme projet, puisqu'on a travaillé avec la compagnie du Nombril, donc avec une compagnie professionnelle, où les étudiants ont été formés en 2 jours. Et puis, ils faisaient le spectacle le lendemain, donc avec des projections géantes sur les façades. Il y a une année où on a repeint complètement les garages. Et il y a une année où on est venu peindre dans la haute école à Paul Lambin tout un couloir. Et donc, ça aussi, pour les étudiants, c'est un grand facteur de stress. Mais en même temps, moi, je les connais, donc je sais elles vont un petit peu, à certains moments, pousser les hauts cris en disant que ce n'est pas des conditions de travail, que ce n'est pas possible de réaliser ça en si peu de temps. Mais souvent, elles sont hyper fières ou ils sont hyper fiers de ce qu'ils ont fait. Et de nouveau, en fait, ce sentiment et ce processus, en fait, d'aller au-delà de soi, d'y arriver et de partager après ce que l'on a fait, s'ils ne le ressentent pas pendant leurs études, ils ne le feront pas après avec les enfants en classe. Et donc, pour moi, ça, c'est fondamental, c'est qu'ils ressentent ce stress. Mais bon, ce stress, je ne veux pas qu'ils le ressentent à tout prix, mais en tout cas, cette fierté et cette espèce de sentiment j'ai réussi à le faire. Et c'est génial, en fait, ce que l'on ressent quand on a pu faire quelque chose qui sort de soi. Mm-hmm. Tu le ressens aussi dans ta pratique artistique, en dehors de la haute école? Oui, j'ai des moments qui sont très, très, très... valorisant ou très euphorisant quand je vais voir un de mes spectacles et que je vois les enfants qui sont tout fous et qui réagissent superbement bien, quand on reçoit des prix aussi, puisque les spectacles que j'ai créés à la Gamarde ont reçu des prix ces derniers temps. Un de mes plus grands plaisirs, je sais que j'étais près du Louvre. Il y a des galeries là, de magasins tout près du Louvre. Et quand j'ai vu le premier livre qui était publié en vitrine, bien en évidence, en plein milieu de tous les autres, dans cette galerie-là, je sais que là, c'est un de mes plus grands plaisirs aussi, c'est de me dire « Waouh, c'est mon livre !» Il y a des moments comme ça, oui. Et je suis très fière aussi des étudiants. Ça, c'est aussi un grand contentement. C'est quand ils sont arrivés où j'imaginais qu'ils allaient arriver. Mais j'imagine rien, en fait. C'est simplement que je sais que je crois en eux. Donc, ça les porte. Et là, je suis aussi très, très contente. Alors, sur le campus de Louvain-la-Neuve, il y a aussi le Creative School Lab, ou le CALAB. Qu'est-ce qu'on dit? Le CALAB. Tu peux un peu nous le décrire? À quoi il ressemble? À quoi ressemble ce CALAB? Et qu'est-ce que les étudiants y font? Oui. Alors, donc en fait, ça fait
plus ou moins 7 ou 7 ans que l'école a été subsidiée, comme plein d'autres hautes écoles, pour créer justement ces Creative School Labs. Et alors, nous, à la Haute École, on a eu la chance de continuer à être subsidiés par la Haute École, par Vinci, parce que je sais que dans d'autres écoles, ils ont un petit peu abandonné les lieux. Donc, on a eu de quoi aménager, donc, au niveau de l'architecture des lieux, pour permettre aux étudiants d'agir et de réfléchir différemment. Et à la Haute École, en fait, chez nous, à Louvain-la-Neuve, on a réaménagé différents paliers et on a fait un espace dans la bibliothèque. Et ça, c'était ce qui était prévu avec les budgets. Après, la Haute École a continué à financer un lieu qui était un technolab, ce qu'on a surnommé un technolab. Et là, c'est vraiment ce lieu qui se développe beaucoup plus que tout le reste, parce que le reste, en fait, quelque part, c'est un peu disséminé et ça permet aux étudiants de travailler un peu différemment. Donc, c'est un état d'esprit. Mais où on fait vraiment les choses, c'est au Technolab. Et là, tous les temps de midi, il y a des ateliers qui sont proposés. Tout ça lié en lien avec les pratiques pédagogiques. Donc, pour créer du matériel didactique. Donc, on a tricot, couture, bois. Donc, on a plein de manières de travailler et d'explorer. On a un projet qui est de la laine, du mouton au pull. Et donc, en fait, on a un gros sac de laine. De mouton qui vient d'être tondu, parce que pour la filer, il ne faut pas la nettoyer avant. Donc, et alors, on a tout le matériel qui fait que l'on tisse. Et puis après, on peut créer une partie de tissage et un tissage fini et le transférer, y compris en maternelle. De la maternelle au secondaire, on pourrait transférer ce projet. Et donc maintenant, on a tout ce lieu aussi qui sert à développer ces cours qui sont en train de se mettre en place. Et à la Haute École, on a aussi cette chance, c'est d'avoir la Haute École qui, dès le départ, a installé une cuisine, un potager, et notre local va déménager d'ici quelques mois et on va encore s'agrandir. Donc, c'est vraiment un lieu qui vit bien et qui continue à développer les formations pour les étudiants, et ça va être aussi un lieu de formation. C'est génial. Alors, de ce que j'entends, cet espace, le Technolab, c'est aussi un lieu qui est tourné vers la transition et la réutilisation des matériaux. Hein. Tu parlais de la laine du mouton qui est transformée. Oui, on a aussi ce côté upcycling. Moi, je travaille avec les étudiants, mais c'est les emballages de sandwich, là, et donc ils peuvent venir en faire un quand ils veulent. On fait aussi des carnets où on récupère tous les dossiers des étudiants qui sont imprimés que recto, on les récupère, on recrée des carnets avec. Donc il y a plein Et puis l'impression 3D, ça c'est vraiment extraordinaire, parce que les étudiants qui créent des jeux ou qui empruntent des jeux à la bibliothèque ou même chez eux, il manque un pion, on le réimprime en 3D. Donc c'est aussi une manière de continuer à faire vivre des objets et à les réparer aussi. Tout à fait. Alors, est-ce que les cours que tu donnes aux étudiants, ça t'inspire, ça te nourrit dans tes autres activités artistiques ? Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est mes activités artistiques qui nourrissent vraiment mes étudiants, et c'est peut-être un point positif. En tout cas, je pense qu'on est plusieurs profs de manière générale à la Haute École à avoir d'autres casquettes en dehors de notre boulot de prof. Maintenant, il y a certainement des allers-retours. Cette année-ci, ça c'était amusant, c'est que en fait, j'ai été engagée par la compagnie La Guimbarde pour laquelle je travaille, en disant tu as une activité, tu as une animation à faire telle date pour le spectacle. Et en fait, une semaine avant, je me suis rendu compte que l'animation, c'était mes étudiants. Donc ça, c'est chouette aussi, les croisements. Ça veut dire que quelque part, il y a une certaine cohérence dans tout ce que l'on fait, et que c'est chouette quand il y a parfois des ponts. Alors, dans l'art en général, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'anime et pour toi, en quoi l'art est important aussi dans la société ? L'art a toujours été important dans la société, mais moi en tout cas, par rapport à aujourd'hui, ce qui m'anime dans ma pratique, parce que l'art est important, je pense que ça sauve pas mal de personnes. On parle de plus en plus d'art-thérapie. En fait, dans certains hôpitaux, il y a des prescriptions médicales pour que les gens puissent aller dans les musées. C'est remboursé par la sécurité sociale, donc ça c'est quand même assez étonnant, mais c'est des pratiques qui sont de plus en plus diffusées. Et alors moi ce que j'aurais envie de
de développer au niveau de l'art et de ma pratique, c'est justement d'associer quelque chose qui m'anime très fortement, c'est la transition écologique ou en tout cas une forme de militantisme par rapport à l'inaction et à l'art en fait. Parce qu'il y a aussi pas mal d'études, entre autres, il y en a plusieurs, mais entre autres il y a un enseignant de l'UCL qui s'appelle Hugues Drylands, je pense, et qui en fait, après avoir fait des recherches, se rend compte que les gens ne bougent pas. Il y a ça c'est pas tellement compliqué à constater, mais qu'il y a une inertie totale et en fait, la peur et les discours de peur ne font pas avancer les gens. Et qu'une des choses qui pourrait faire avancer notre société vers une transition ou un changement d'action, c'est l'art en fait. Et c'est l'art qui pourrait véhiculer un message différent, beaucoup plus positif et qui va toucher émotionnellement les gens. Et en fait, le rôle de l'art, c'est ça, c'est toucher les émotions des gens et leur amener quelque chose. Et dans notre société, on a vraiment besoin de ça, à se reconnecter à soi-même, parce qu'en fait, on est juste hyper connecté à nos machines et à ce qui nous représente en tant qu'humains de moins en moins. Et donc, moi, là, c'est ce qui m'anime aussi. Et quand je travaille pour Patrimoine La Roulette, c'est pareil, en fait. C'est quand même fou quand on arrive et qu'on travaille avec les gens, qu'on les fait créer. En fait, il y en a qui ont quasi les larmes aux yeux, ou qui se disent « mais c'est pas possible, parce que ça me fait du bien ». Et en fait, oui, ça fait du bien. Et c'est comme si c'était une grande surprise chez plein de monde. « Ah, mais qu'est-ce que c'est chouette de faire ça !» Et en fait, c'est quand même à la portée de tout le monde. Et c'est aussi une culture à développer. Par exemple, je sais que dans les pays nordiques, en Irlande, tout le monde chante. Enfin, on va dans les cafés, les gens chantent. Dans d'autres pays, on a le travail du bois qui est aussi valorisé. Et donc, ça devrait vraiment faire partie beaucoup plus de notre éducation. Et évidemment, moi, je suis artiste, donc je ne vais pas dire le contraire, mais je pense qu'une des pistes pour nous reconnecter et à la nature et à soi, c'est l'art, en fait, parce que c'est l'expression de soi et c'est de sentir ce qu'on a en soi et comment agir et interagir avec les autres. Merci, Laurence, d'avoir répondu à nos questions. Pour conclure cet épisode, on t'a demandé une phrase, un extrait de livre à partager pour résumer notre discussion. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi ? Alors oui, j'ai choisi un de mes livres préférés, Le Baron Perché d'Italo Calvino. Et alors, je vais peut-être mettre un peu en contexte le passage. L'histoire se passe en 1767 et à la suite d'une dispute avec ses parents, donc Cosimo, un jeune, je ne sais plus s'il est baron, il est baron évidemment, un jeune baron qui a 12 ans, monte dans un arbre et il se jure qu'il n'en redescendra plus. Et en fait, tout le roman raconte sa vie dans les arbres. Et effectivement, il n'en redescendra plus. Et donc, moi, j'adore ce livre parce qu'il y a des passages, évidemment, dans les arbres avec les oiseaux, la nature. Mais c'est aussi l'histoire d'un petit garçon qui regarde le monde de haut, mais pas de manière dénigrante, mais plutôt pour analyser la société, prendre du recul, et qui est un grand philosophe. Et donc, c'est un petit peu un conte métaphorique. Qui est très très chouette, juste à l'heure d'aujourd'hui. Ça donne envie de le lire en tout cas. Je propose qu'on découvre l'extrait ensemble. Il se lançait aussi dans des discours apologétiques sur les oiseaux, aux personnes qui se rassemblaient pour l'entendre et se moquaient de lui sous les arbres. Et lui, le chasseur, se fit l'avocat des bêtes à plumes, et il se déclarait tantôt colombin, tantôt hibou, tantôt rouge-gorge, avec les camouflages adaptés. Et il proférait des discours accusateurs contre les humains, qui ne savaient pas reconnaître dans les oiseaux leur véritable ami. Discours qui se retournaient ensuite contre la société humaine dans son ensemble, sous forme de paraboles. Les oiseaux eux-mêmes s'étaient aperçus qu'il avait changé de point de vue, et ils s'approchaient de lui, même s'il y avait des gens en dessous pour l'écouter. De cette manière, il pouvait illustrer son propos avec des exemples vivants qu'il indiquait sur les branches alentours. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Laurence, d'avoir accepté de participer au 2e épisode de ce podcast. Si le sujet vous a intéressé, vous trouverez toutes les informations du master pour devenir enseignant sur notre site internet, www.vinci.be. Toutes les sources ou infos pratiques dont nous avons parlé sont disponibles en description. Aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast et nous nous retrouvons dans un prochain épisode.